Imaginez un silence absolu et résonnant, un silence qui dure 3500 ans, un silence qui pèse des millions de tonnes. Nous sommes au cœur du désert du Sahara, sur la rive ouest du Nil, là où le soleil se couche et où commence le royaume des morts. Luxor, les anciennes Thèbes, la plus grande capitale du monde ancien. Nous avons l'habitude de voir ce paysage à travers les objectifs des caméras touristiques. Les colonnes de même nom, gardiens du vide. La vallée des rois creusée de tombes. Les majestueux temples de Karnak. Nous avons l'impression de tout savoir sur cette terre. Chaque grain de sable est tamisé. Chaque pierre est retournée. Chaque momie est cataloguée. Nous avons écrit des manuels, nous avons tourné des films. Nous avons décidé que l'histoire de l'Égypte est un livre lu dont il ne reste que des notes de bas de page. Mais c'est la plus grande illusion de la modernité. Au moment même où le monde moderne se figeait dans la peur d'une pandémie mondiale lorsque les frontières se sont fermées et que les avions ont été cloués au sol, un événement s'est produit dans le désert égyptien qui a poussé les archéologues à oublier la menace virale. Sous une couche de poussière séculaire, à quelques mètres seulement des itinéraires parcourus par des millions de touristes pendant des décennies, la Terre s'est ouverte. Ce n'était pas la découverte d'une nouvelle tombe. Les tombes sont des maisons pour les morts, des décors froids et statiques de l'éternité remplis d'or et de sort. Ce que l'on a trouvé sous le sable était quelque chose de différent, quelque chose d'effrayant et de vivant. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien, un like et un abonnement serait la meilleure reconnaissance. Merci. C'était une capsule temporelle, pas métaphorique mais physique. Un fragment de réalité hermétiquement fermé conservé au XIVe siècle avant notre ère. C'était la ville d'or, datant une mégapole perdue, les Pompéi égyptiennes. Mais si les Pompéi romaines ont été détruites par le feu furieux d'un volcan ensevelissant instantanément les habitants sous les cendres, cette ville a péri à cause du froid de la volonté humaine. Elle n'a pas été détruite par des barbares, elle n'a pas été brûlée par des conquérants, elle n'a pas été emportée par une inondation, elle a simplement été éteinte, laissée abandonnée. Comme on éteint la lumière dans une pièce en sortant pour toujours. Et ce que les scientifiques ont trouvé à l'intérieur de cette capsule a choqué le monde non pas par l'éclat des trésors bien qu'ils y fussent, mais par la précision terrifiante presque photographique du moment de la disparition d'une époque entière. Nous commençons la plus vaste enquête sur le dossier froid de l'histoire de l'humanité. Nous marcherons dans les rues où aucun pied humain n'a foulé depuis l'âge du bronze. Nous regarderons dans des pots de nourriture laissés sur le feu il y a 35 siècles. Nous reconstituerons la chronologie de la chute de la plus grande empire de l'Antiquité minute par minute. Et nous découvrirons pourquoi l'âge d'or de l'Égypte s'est terminé par un cauchemar qui a poussé les gens à fuir dans le désert. Toutes les grandes découvertes commencent par une erreur, par un calcul ambitieux. Le docteur Zahi Hawass, égyptologue légendaire homme au chapeau d'Indiana Jones, pharaon de l'archéologie, ne cherchait pas la ville. Son objectif était la mort. Il cherchait le temple funéraire de Toutankhamon. La logique était implacable, fondée sur des décennies d'études de la topographie du nécropole thébaine. Le temple du pharaon enfant devait se situer dans un triangle stratégiquement important entre le temple funéraire de Ramsès III, à Médine Abou, et le temple d'Amenhotep, dont il ne reste que les colosses de même nom. C'était une zone aveugle sur la carte, une friche. En septembre 2020, des engins lourds ont creusé dans le sable. Des tonnes de terre, de la poussière montant jusqu'aux cieux, une chaleur dépassant les 40 degrés faisant fondre le caoutchouc des roues des camions. Les semaines passaient en vain. On aurait dit que le désert était vide. On aurait dit que l'hypothèse était erronée. Et soudain, le godet de la pelleteuse a heurté quelque chose de dur. Le bruit était sourd, différent du tintement d'un impact contre une roche calcaire. C'était une brique crue. Un mélange de limon, d'une île de sable et de paille séchée au soleil il y a 3000 ans. Mais ce n'était pas des ruines informes, ni des déchets laissés par des pilleurs, ni le fondement d'une cabane. C'était un mur parfaitement conservé, un mur haut et sinueux. Hawass ordonna d'arrêter les machines. Les ouvriers prirent des balais et des truelles. Au fur et à mesure que le sable se retirait, un motif apparaissait. Une maçonnerie en zigzag, un élément architectural extrêmement rare, une sorte de filigrane de l'époque. Caractéristique d'une période très étroite de la fin de la XVIIIe dynastie. Hawass comprit. Il avait manqué son but. Il cherchait un temple de la mort, un lieu de rituel et de deuil. Et il a trouvé une ville de vie. Les fouilles ont été rapidement élargies. L'ampleur de la découverte commençait à effrayer. À chaque mètre libéré du lourd sable jaune, le choc grandissait. Ce n'étaient pas simplement des fondations à peine visibles sur lesquelles il fallait deviner le plan du bâtiment.
C'étaient des murs de 3 mètres de haut, des maisons complètes, des ruelles étroites, des boulevards larges, des carrefours, des quartiers entiers s'étendant à l'horizon. La ville renaissait de l'oubli dans un état tel que les habitants étaient partis la veille au soir. Dans les chambres se trouvaient des lits prêts à accueillir des dormeurs. Dans les cuisines, de la vaisselle en céramique attendant sa maîtresse. Dans les fours, des cendres refroidies, il y a 300-400 ans. Ce n'était pas une ruine, c'était une vie arrêtée. Une capsule temporelle de la taille d'un centre de quartier moderne. La plus grande ville administrative et industrielle sur la rive ouest de Luxor à cette époque. Et elle avait été scellée délibérément comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la télécommande de l'histoire. La première question qui s'est posée aux scientifiques lorsque l'euphorie de la découverte s'est quelque peu apaisée et que le travail minutieux a commencé. Quand cela s'est-il produit ? Qui a construit cette mégapole et pourquoi a-t-elle disparu des cartes effacées de la mémoire des générations avec tant de soin qu'il n'en reste même pas de légende ? La réponse se trouvait littéralement sous leurs pieds. De la terre. De la simple boue du Nil dont on faisait des briques et des seaux pour les amphores de vin. Les archéologues ont commencé à trouver des centaines, des milliers d'artefacts. De la céramique, des scarabées, des anneaux, des amulettes. Et sur beaucoup d'entre eux se trouvait le même signe. Un cartouche hiéroglyphique protégeant le nom royal à l'intérieur duquel était gravé Nep Mahatra, le nom de règne d'Amenhotep, Amenhotep le Magnifique. Le pharaon soleil, le 9e roi de la 18e dynastie, le grand-père de Toutankhamon et le père d'Akhenaton. L'homme sous lequel l'Égypte a atteint un sommet absolu inégalé de sa puissance, de sa richesse et de son influence internationale. C'était l'âge d'or lorsque les tribus affluaient à Thèbes de tout le monde connu des mines d'or de Nubie aux forêts de cèdre du Liban. Une époque où l'or en Égypte, selon les rois étrangers dans les lettres des archives d'Amarna, était moins cher que la poussière de route. La ville a été construite par lui. C'était sa résidence, son centre administratif, sa fierté. L'élévation d'Aton Kentaten, tel que ce lieu était appelé dans les textes anciens. Et maintenant, nous avons trouvé son incarnation physique. La ville a été construite pour servir le palais de Malkata situé à proximité. Des artisans, des bijoutiers, des tisserands, des administrateurs, des prêtres y vivaient. C'était un organisme vivant respirant de l'Empire. Mais pourquoi cette ville prospère moteur économique de l'Empire a-t-elle été abandonnée ? Pourquoi les gens sont-ils partis, laissant derrière eux des objets de valeur, des outils, des réserves de nourriture, des amulettes protégeant la maison ? Ce n'était pas une fuite panique devant un ennemi. Les murs n'ont pas été détruits par des béliers ou des catapultes. Il n'y a pas de traces d'incendie dû à un assaut. Pas de squelettes de défenseurs tombés avec des armes à la main dans les rues. C'était une sortie organisée. Froide bureaucratique impitoyable, et l'ordre de cette sortie n'a pas été donné par un ennemi, mais par leur propre roi, fils d'Amenhotep IV, celui que le monde se souviendra sous le nom d'Akhenaton l'hérétique maudit. Une étiquette sur laquelle se trouvaient des empreintes digitales d'un potier, à l'intérieur de la viande séchée ou cuite du bœuf, de la nourriture vieille de 300 à 400 ans. Elle s'est desséchée, mais ne s'est pas décomposée grâce à la sécheresse du sable. Mais la véritable valeur ne résidait pas dans la viande elle-même, bien que sa conservation soit étonnante pour les biologistes. La valeur résidait dans l'inscription sur le pot. Écrite dans une calligraphie érotique en cursive égyptienne ancienne avec des encres noires qui n'ont pas pâli au fil des millénaires, il était inscrit « Année 37, viande pour la 3e fête, épaissette de l'abattoir de K, préparée par un boucher nommé Louis. » Ce n'est pas simplement une étiquette de supermarché du bronze ancien. C'est une bombe chronologique. L'année 37 du règne d'Amenhotep Torahanli. C'est la dernière ou l'avant-dernière année de sa vie. C'est l'année où son fils, le futur Akhenaton, était déjà co-régent, commençant déjà à gagner en puissance. C'est le point de non-retour. L'inscription nous dit que la ville vivait pleinement jusqu'à la mort du vieux roi. Les gens se préparaient pour la fête de Épéset, l'anniversaire du pharaon. Le boucher Louis faisait son travail, préparait des provisions, notait la date. Il ne savait pas que le monde autour de lui s'effondrerait bientôt. Un an après cette date, peut-être un peu plus, la ville sera vide. La vie s'arrêtera. Akhenaton fera l'impensable. Il rejettera les anciens dieux auxquels l'Égypte avait rendu hommage pendant des milliers d'années. Il interdira le nom d'Amon. Il fermera les temples de Karnak et de Luxor. Il privera les prêtres de leur pouvoir et de leur argent. Il déclarera que le seul vrai Dieu est le disque solaire Aton. Et il donnera l'ordre qui brisera le dos du mode de vie habituel. Que tout le monde quitte cette ville luxueuse, confortable et riche. Ce paradis sur les rives du Nil, et qu'ils aillent dans
dans le désert du Moyen-Égypte, à Marna, pour construire une nouvelle utopie sur le sable nu brûlé par le soleil, où il n'y a ni conte et ni ombre ni passé. La ville de l'élévation d'Aton était condamnée. Elle n'a pas été détruite, elle a simplement été éteinte comme on éteint une machine dans une usine. Aux gens, il a été ordonné de se lever et de partir, de laisser tout ce qui ne pouvait être emporté à la main ou sur le dos des ânes. C'était la déportation d'une mégapole entière pour le fanatisme religieux d'un homme décidé à réécrire la réalité. Les fouilles avançaient vers le nord et la nature des découvertes changeait, révélant de nouvelles facettes de la vie de ce monde perdu. Des quartiers résidentiels avec des cours confortables ont été remplacés par des zones industrielles enfumées. Et ici, les scientifiques ont vu la véritable puissance de l'Égypte, son moteur économique. Ce n'était pas un village, c'était une usine. D'énormes boulangeries équipées de dizaines de fours capables de produire des milliers de pains par jour. Le nombre de moules à pain et la taille des silos à grains indiquent qu'ils nourrissaient une armée de travailleurs et de serviteurs. Des séchoirs à viande où l'on préparait des provisions à une échelle industrielle pour le palais et l'armée. Des ateliers de tissage où des femmes créaient le lin le plus fin qui était évalué au poids de l'or. Des milliers de poids pour métiers à tisser et de fuseaux ont été trouvés. Et ce qui est le plus surprenant, la production de verre et de faïence. Des moules pour le coulage d'amulettes, d'anneaux, de perles, d'incrustations et d'éléments décoratifs ont été découverts. Des milliers de formes. C'était une production en série. La chaîne de montage du monde ancien. Ils fabriquaient des bijoux, non pas un par un, mais en série. Les outils se trouvaient, ils étaient disposés comme si les artisans venaient juste de sortir pour une pause. Des ciseaux en cuivre, des marteaux en pierre, des scies en bronze, des moules. De couler des creusets avec des restes de verre fondus. Les ouvriers les avaient laissés là sur les établis sur le sol près des fours. Imaginez le niveau de discipline ou plus probablement la peur qui a poussé les artisans à abandonner leurs outils, le bien le plus précieux qu'ils possédaient. Dans le monde ancien, un outil c'est du pain. C'est la vie. C'est une opportunité de gagner. Cela coûte cher. L'abandonner signifie entrer dans l'inconnu, les mains vides, se condamnant à la pauvreté. Mais ils ont abandonné. L'ordre du pharaon était absolu. La résistance signifiait la mort. Dans un des ateliers, un amulette inachevé a été trouvé. L'artisan avait commencé à tailler la pierre mais n'avait pas terminé la ligne. Sa main s'était arrêtée à mi-chemin. Ce trait inachevé, ce geste interrompu parle de la tragédie de l'Exode plus que n'importe quelle chronique. C'est la mort instantanée de la ville. Se lever et sortir. Maintenant. Mais la ville n'était pas complètement vide lorsqu'elle a été ensevelie sous le sable. Les archéologues sont tombés sur une étrange et troublante sépulture qui se démarquait du tableau général. À l'intérieur d'une des maisons juste sous le sol, dans une fosse peu profonde, se trouvait un squelette. Ce n'était pas une sépulture rituelle conforme au canon. Il n'y avait pas de sarcophage, pas d'emmaillotage, pas d'orientation du corps. L'homme était allongé dans une position non naturelle. Les bras étendus le long du corps, mais les genoux liés. La corde était depuis longtemps pourrie, se transformant en décomposition organique, mais la position des os des jambes ne laissait aucun doute. Qui était-ce, un criminel, un prisonnier, un esclave ou une victime laissée en exemple? Il n'y avait aucun don funéraire autour du squelette. Ni amulette, ni nourriture pour l'au-delà, ni nom. Pour un Égyptien, c'est un sort terrible. Partir dans l'oubli, sans nom, sans protection. Il a simplement été abandonné et recouvert de terre comme un déchet. Ce squelette est une tache sombre sur la toile dorée de l'époque d'Amenhotep et d'Akhenaton. Un rappel de la cruauté qui régnait dans ce paradis totalitaire. Peut-être était-ce un pillard qui a décidé de profiter dans la ville abandonnée et a été capturé par les gardes protégeant le périmètre, une exécution sur place, ou était celui qui a refusé de partir, celui qui a dit « ben » et non à l'ordre fou d'Akhenaton et est resté dans sa maison pour être exécuté et enterré sous son propre sol, un dissident de l'âge du bronze. Nous ne saurons jamais son nom, mais ses genoux liés sont un cri muet à travers les millénaires, un témoignage de la violence qui a accompagné la grande migration. L'architecture de la ville soulève également des questions et l'admiration des ingénieurs. Les célèbres murs en zigzag sont une solution d'ingénierie unique, rarement rencontrée ailleurs dans l'Égypte ancienne. Un mur de cette forme ondulée, une maçonnerie sinusoïdale est plus stable. Il résiste mieux au vent et à la pression du sol tout en économisant des briques sans nécessité de contrefort. Mais il crée également des zones aveugles et des poches pratiques pour la sécurité. Mais surtout, c'est le contrôle d'accès.
La ville était strictement zonée, divisée en secteurs, résidentiels, administratifs, industriels, et les passages entre eux étaient étroits contrôlés. Une seule entrée et une seule sortie dans le quartier administratif où étaient stockées les réserves et l'argent. Il était gardé par des gardes. C'est l'architecture du régime. Les autorités contrôlaient le mouvement de chaque travailleur, de chaque morceau de pain, de chaque lingot de cuivre, de chaque pot de grain. La ville d'or n'était pas simplement un lieu de vie. C'était un camp de travail de luxe, une cage dorée. Les gens travaillaient pour le pharaon, mangeaient de la main du pharaon et priaient pour le pharaon. Toute leur vie dépendait du système de distribution. Et lorsque le pharaon a décidé que cette ville ne lui était plus nécessaire, il a simplement fermé les portes, coupé les approvisionnements et ordonné de partir. Le système de distribution s'est effondré et les gens sont devenus impuissants. Parmi les ruines, les archéologues ont trouvé un trésor, mais pas de l'or celui que les aventuriers aiment tant rechercher. L'or, très probablement, a été emporté. Il était trop précieux, son inventaire était strict. Ils ont trouvé un trésor de l'histoire quotidienne, un récipient rempli jusqu'au bord. De quoi pensez-vous? De viande cuite. 10 kg de bœuf de choix, des côtes, des morceaux de filet, soigneusement préparés, arrosés de graisse pour la conservation. Sur le récipient, une inscription faite d'une main rapide de scribe. Viande pour la fête. Mais la fête n'a pas eu lieu. La viande n'a pas été mangée. Elle a été cachée ou oubliée dans la précipitation des préparatifs. Elle est restée là pendant 300-400 ans, attendant un festin qui a été annulé par l'histoire. Dans une autre maison, dans un coin recouvert de sable, ils ont trouvé un coffre en bois. Le bois avait pourri, mais le contenu était resté. Il contenait des pierres semi-précieuses. Cornaline, améthyste, turquoise, lapis-lazuli, matière première pour les bijoutiers, des pierres brutes et des pièces pour des colliers. Pourquoi ne les ont-ils pas emportées? C'est de la valeur, c'est de l'argent. L'améthyste et le lapis-lazuli étaient transportés de pays lointains. Ils coûtaient cher. La réponse ne peut être qu'une. Ils sont partis dans la précipitation, dans la panique. La logistique de la migration de millions de personnes à l'échelle du pays. Vers la nouvelle capitale, Akhenaton. C'était un cauchemar. Chaos. Désordre. Limite de poids des bagages. Dans ce chaos, des objets se perdaient, des gens se perdaient, des significations se perdaient. Les anneaux trouvés, les scarabées, les récipients en céramique colorée avec de fines décorations, les jouets d'enfants, les hameçons de pêche. Tout cela est resté enfoui dans le sable comme des déchets lorsque le grand rêve s'est transformé en grande migration, marche vers l'inconnu sous le soleil brûlant. Mais l'histoire de la ville ne s'est pas arrêtée là. La capsule temporelle a 2 couches, 2 horizons temporels. Le premier est le moment de l'exode sous Akhenaton, le moment de la congélation, et le second est le moment du retour timide et partiel. Environ 17 ans après la mort du roi hérétique, Akhenaton, son fils, le jeune Toutankhamon, alors encore Toutankhaton sous la pression des prêtres et des circonstances, a tenté de tout ramener en arrière. L'expérience religieuse a échoué, l'empire était sur le point de s'effondrer. Toutankhamon a quitté la maudite Amarna, la ville fantôme dans le désert, et est revenu à Thèbes. Et les gens sont revenus dans la ville d'or. Les archéologues ont trouvé des traces de réoccupation. Au-dessus de la couche de poussière et de sable accumulée par le vent au fil des années d'abandon se trouvaient de nouveaux sols, de nouveaux fours construits à la hâte avec d'anciennes briques. Mais c'était déjà l'agonie. La ville était un fantôme de sa grandeur passée. Elle était utilisée comme carrière, les briques étant démontées pour de nouvelles constructions comme bases temporaires, comme ateliers. La grandeur était partie. L'atmosphère de fête avait cédé la place à une atmosphère de déclin. C'est ici dans cette ville que Toutankhamon a peut-être passé ses derniers jours avant de déménager à Memphis ou de mourir. Ici des objets étaient préparés pour sa tombe. Les ateliers ont recommencé à fonctionner. Les fours se sont rallumés, mais pas pour la vie, mais pour la mort. Pour créer cet incroyable inventaire funéraire du pharaon enfant que Howard Carter découvrira 3000 ans plus tard. Cette ville est devenue le préambule de la tombe. Elle a produit de l'or pour le mort et est morte elle-même. Complètement ensevelie sous les sables du temps et les nouvelles inondations du Nil dans la partie nord de la ville, les archéologues ont découvert un quartier administratif. L'élite. 3 palais d'énormes salles avec des colonnes de hauts plafonds de vastes cours pavées. Les murs étaient recouverts d'une épaisse couche de plâtre et peint. Les fresques représentaient la nature des oiseaux s'envolant des fourrés de papyrus, des lotus, des motifs géométriques, des scènes de chasse des couleurs vives, des motifs métriques, des scènes de chasse des couleurs vives, bleu, rouge, jaune.
Mais ici aussi la destruction régnait, et la destruction était idéologique délibérée. Les visages sur les fresques avaient été frappés, les noms des dieux effacés au ciseau. Ce sont les traces d'une guerre religieuse, d'une guerre civile froide qui déchirait l'Égypte. Lorsque Akhenaton a introduit le culte d'Aton, il a ordonné de détruire les noms d'Amon. Ses agents frappaient les hiéroglyphes sur les murs des temples à travers le pays. Ils effaçaient même le nom d'Amon dans le nom de son propre père Akhenaton. Lorsque Akhenaton est mort, les prêtres d'Amon sont revenus au pouvoir et ont commencé à se venger. Ils détruisent les noms d'Aton et d'Akhenaton lui-même, effaçant la mémoire de l'hérétique. Damnatio memoriae. Ils brisaient ses statues, effaçaient ses cartouches. La ville est devenue un champ de bataille de la mémoire. Les murs portent les cicatrices de ce massacre idéologique. La capsule temporelle a figé le moment où les Égyptiens ont commencé à se battre contre leur propre histoire, effaçant les noms des pères au profit des noms des fils, et vice-versa, dans un cycle infini de vengeance et d'oubli. Nous voyons les traces des ciseaux détruisant les dieux. La science moderne permet d'aller encore plus loin que l'appel de l'archéologue. L'analyse de l'ADN des os trouvés dans les cimetières autour de la ville, dont plusieurs y compris des sépultures spécifiques d'enfants, a montré que la population de la ville était hétérogène. Ce n'étaient pas seulement des Égyptiens ethniques, des Nubiens du sud, des Asiatiques de l'est, des Syriens, des Cananéens, des personnes de Libye, des habitants des îles de la mer Égée, des Minoens ou des Mycéniens. L'Empire attirait ici une main-d'œuvre de maîtres de mercenaires et d'esclaves du monde entier. C'était Babylone sur le Nil, un creuset de cultures et de peuples. La diversité génétique confirme le statut de l'Égypte comme superpuissance de l'époque centre mondial. Mais l'état des eaux parle d'autre chose, du prix de cette grandeur. Arthrite chez les jeunes. De graves blessures au dos, des fractures consolidées des membres. Des traces de port de lourdes charges sur la tête et le dos. Des déformations caractéristiques des vertèbres cervicales. Les gens de l'âge d'or travaillaient jusqu'à l'épuisement, leur squelette déformé par un travail écrasant, l'espérance de vie était faible de 30 à 35 ans. Derrière la façade de la grandeur, l'or et le lapis lazuli cachaient une machine d'exploitation brutale broyant la ressource humaine pour la gloire du pharaon. La capsule temporelle a préservé non seulement de beaux vases, mais aussi la douleur de ceux qui les fabriquaient, leurs maladies et leurs morts prématurées. Pourquoi cette ville s'est-elle si bien conservée, mieux que toute autre ville de l'Égypte ancienne, à l'exception peut-être du village des travailleurs de Deir el-Médiner? La réponse réside dans son emplacement et les caprices de la nature. La ville a été construite dans une dépression au pied des falaises du plateau libyen. Après son abandon, elle a été rapidement ensevelie sous le sable, mais pas seulement par le vent, par des coulées de boue. Des pluies rares mais puissantes, des inondations éclairs dans le désert emportaient l'argile et le sable des montagnes. Ce flot a recouvert la ville, remplissant les rues et les maisons. L'argile et le sable l'ont scellé hermétiquement comme un sarcophage en béton. L'humidité ne pénétrait pas à l'intérieur, le soleil ne détruisait pas la maçonnerie. Les murs en briques crues, un mélange de limon et de paille qui s'effondre généralement sous le vent et la pluie en quelques siècles ont tenu ici pendant 3000 ans. La hauteur des murs atteint parfois 3 mètres, ce qui est incroyable pour l'archéologie des établissements. On ne trouve généralement que des fondations. Nous marchons dans des rues où l'on peut marcher sans avoir à enjamber des fondations. Nous entrons dans des ouvertures de portes qui tiennent encore. Nous voyons des niches dans les murs où se trouvaient des lampes. C'est l'effet de Pompéi, mais sans lave et cendres, sans mort instantanée, mais avec un oubli instantané. Une conservation par l'oubli. L'ironie est que c'est la malédiction d'Akhenaton ordonnant d'abandonner la ville qu'il a sauvée pour nous. Si les gens étaient restés vivre là, ils auraient rénové les maisons démolies, les anciens murs construits de nouveau sur les anciens, créant une couche culturelle épaisse de maîtres, détruisant l'apparence originale. La ville a survécu pour nous précisément parce qu'elle est morte jeune. La découverte de la ville d'or perdue n'est pas seulement un triomphe scientifique, ce n'est pas simplement un ajout aux collections de musées de beaux objets. C'est un miroir. Nous y regardons et nous voyons nous-mêmes. Nous voyons la fragilité de la civilisation. Une mégapole immense et prospère au sommet des technologies des arts et de la culture de son temps, centre du monde, a été dévastée, abandonnée et oubliée en quelques années à peine à cause de la volonté politique d'un leader et d'un changement d'idéologie. À quelle vitesse notre monde peut-il s'effondrer ? Que restera-t-il de nos villes, de nos bureaux et de nos appartements dans 3000 ans, du plastique, du béton ou juste de la poussière ? Cette ville est un avertissement. Aucun or, aucun mur, aucune puissance d'empire, aucun dieu ne garantit l'éternité. Tout peut être éteint en un instant. Le système peut s'effondrer, la logistique peut s'arrêter et le sable peut ensevelir les rues.
Les artefacts sont maintenant transportés vers le nouveau grand musée égyptien près des pyramides. Ils trouveront leur place à côté des trésors de Toutankhamon. Mais ils racontent une autre histoire. Pas l'histoire des rois et des dieux brillants dans l'éternité, mais l'histoire des gens ordinaires. Des tisseuses, des souffleurs de verre, des bouchers. Des gens qui se sont réveillés un matin et ont appris que leur monde était annulé, que leur maison n'était plus une maison, et qu'ils devaient aller nulle part suivant le rêve fou de leur roi. Nous venons juste de commencer à lire cette capsule seule. Un tiers de la ville a été excavé, que se trouve-t-il dans le reste, sous des millions de tonnes de sable? Des archives avec des papyrus, des bibliothèques, des enregistrements administratifs qui éclaireront l'économie, ou de nouveaux témoignages de tragédie. Le sable restitue lentement ses secrets centimètre par centimètre, et chaque nouvelle découverte rend le tableau de plus en plus vivant, tridimensionnel et effrayant. L'Égypte ancienne est devenue plus proche de nous que jamais. Nous ressentons leur peur, leur précipitation, leur espoir de revenir, qui ne s'est jamais réalisé. Nous entendons l'écho de leurs pas dans les rues vides. Pourriez-vous laisser votre maison, votre vie, tout ce que vous avez acquis par le travail, sur un simple ordre sans poser de questions et partir dans le désert vers l'inconnu? Pourriez-vous laisser votre outil sur la table et tout recommencer? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette tragédie. Et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles découvertes qui changent notre compréhension du passé et de nous-mêmes. L'histoire n'est pas morte. Elle attend simplement que nous soufflions la poussière et elle parlera avec les voix des gens oubliés. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.